Bonjour à tous, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion de l'association Maroc Alzheimer. Donc, je vais présenter la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Donc, je vais présenter en français. ومن بعد العرض ديالي ملي غنكمل مدام زموري غتلخص بالدارجة النقاط الرئيسية. مرحبا بكم. Alors, comme l'a dit professeur Belhassan, les démences représentent un enjeu mondial de santé publique. Au Maroc, il n'y a pas de données chiffrées en population générale, mais on peut estimer le nombre de cas à environ 200 000. La maladie d'Alzheimer est la première, c'est une démence dégénérative et elle est suivie d'autres causes de démence, parmi lesquelles les démences vasculaires en deuxième position. Alors, il y a deux lésions intracérébrales caractéristiques. Voilà ici des neurones, des cellules cérébrales. Et dans la maladie, il y a des dépôts à l'extérieur des neurones d'une protéine qu'on appelle la protéine amyloïde, qui constitue les plaques séniles. Et à l'intérieur des neurones, il y a des dégénérescences neurofibrillaires qui sont constituées d'une autre protéine qu'on appelle la protéine Tau. Et puis, il y a une substance chimique qui est abaissée dans le cerveau, c'est l'acétylcholine, qui permet normalement la transmission de l'information. La maladie d'Alzheimer affecte les capacités cognitives et physiques, mais aussi les émotions et les comportements. Il y a plusieurs stades évolutifs, comme l'a dit professeur Belhassan. Le stade préclinique où le sujet a des lésions cérébrales, mais sans symptômes cliniques. Le stade prédémentiel, il y a des symptômes, mais qui ne retentissent pas du tout sur les activités quotidiennes du sujet. Et puis ensuite, les stades où là, il y a un retentissement, qu'on va appeler alors, c'est vraiment la démence. Et là, il y a trois stades de façon schématique, léger, modéré ou sévère, sachant que au stade modéré commence la perte d'autonomie. Les troubles cognitifs touchent la mémoire des faits récents de façon insidieuse et progressive, et puis petit à petit, ça va aussi toucher la mémoire ancienne. L'orientation temporospatiale, les fonctions instrumentales comme le langage, ce qu'on appelle aussi les praxies, les difficultés donc d'exécuter des gestes, les difficultés de reconnaissance. Il y a des troubles du raisonnement, du jugement, de l'attention, un changement de la personnalité, un syndrome dépressif, une apathie qui peuvent être surtout retrouvés, d'ailleurs le syndrome dépressif et l'apathie au début. Et puis, il y a des troubles psychocomportementaux, surtout au stade modéré et sévère, type par exemple agitation, agressivité, opposition, des cris, des idées délirantes, des hallucinations, des troubles du sommeil avec une insomnie ou une inversion du rythme veille-sommeil. Au stade tardif apparaissent des troubles neurologiques tels que par exemple les troubles de la marche, des difficultés pour avaler, des crises épileptiques et puis le sujet va s'aliter à la fin de la maladie et c'est là qu'on risque d'avoir aussi des complications de décubitus. Alors la prise en charge, premièrement, elle peut s'envisager au stade préclinique ou prédémentiel et à ce moment-là, c'est une prévention secondaire pour éviter l'évolution vers la démence. On peut avoir là des moyens non pharmacologiques et pour cette prévention secondaire, on va rejoindre tout à fait les moyens de prévention primaire exposés par professeur Belhassan. Il peut y avoir des médicaments actifs sur les lésions cérébrales et vous avez tous entendu parler du médicament aducanumab qui a été autorisé aux États-Unis en juin 2021. Je vais en reparler plus tard dans mon exposé. Ça, c'est l'attitude idéale, mais actuellement, il est difficile à réaliser en routine et en santé publique parce qu'on ne peut pas aller chercher la pathologie Alzheimer dans la population générale chez tout le monde. Il faudrait identifier des sujets à risque et traiter ces sujets-là. Et puis le deuxième volet, bien sûr, c'est la prise en charge au stade clinique. Ça va être le plus gros de ma présentation. Alors, pour la prévention secondaire, il y a beaucoup d'essais cliniques, il y a encore énormément d'essais, dont une bonne partie est dirigée contre la protéine amyloïde. Donc, il y a quelques grandes études qui sont en cours avec des grands groupes de travail, comme ce ACAT, le DIAN-TU, l'Alzheimer Prevention Initiative, qui, en général, étudie des sujets qui sont porteurs de l'amyloïde et donc en particulier des sujets avec des mutations génétiques, donc des formes génétiques de la maladie, qui sont des formes beaucoup plus rares. C'est uniquement 2 à 5% des cas de l'ensemble. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet pour la prise en charge d'un sujet qui a des symptômes. Donc là, c'est vraiment un partenariat entre cliniciens, patients, partenaires de soins
pour mettre en place une prise en charge coordonnée, médico-psychosociale et environnementale, bien sûr. Cette prise en charge donc, est multifactorielle. Elle est aussi dynamique. Elle implique la reconnaissance et le diagnostic précoce. Il va être combiné à une information, un plan de soins personnalisé. Il implique des interventions non pharmacologiques et bien sûr un traitement pharmacologique. L'annonce du diagnostic est la première étape de la prise en charge. Il faut impliquer dans cette étape l'aidant principal, identifier les aides autour du patient. L'annonce doit être véridique, compatissante, adaptée. On va parfois se retrouver en face d'une angoisse majeure, d'une réticence, d'une opposition, parfois un déni de la part du patient ou de la part de son entourage. Et l'information doit être adaptée à la maladie, au stade de la maladie, mais bien sûr au désir du patient et de son entourage, au parcours de soins attendu, aux différentes options de gestion de vie, etc. Alors la prise en charge globale, on va rejoindre tous les moyens qu'on met en place pour la prévention. Une alimentation saine pour le cerveau, le patient doit être bien suivi sur le plan nutritionnel, suivre son poids, corriger les apports nutritionnels, les mauvaises habitudes alimentaires. Au stade avancé, il faudra fractionner les repas, traiter les facteurs de risque cardiovasculaires, les pathologies intercurrentes associées, gérer la douleur, les complications neurologiques et toujours, le médecin doit faire attention aux associations médicamenteuses. Souvent, ces sujets âgés sont polymédicaux. Il faut impliquer les aidants à domicile pour revoir la vie au quotidien, par exemple organiser les soins d'hygiène, les repas, la gestion des médicaments, mais aussi planifier l'avenir, prendre certaines décisions pour les finances, pour le travail du malade, et puis assurer la sécurité du patient. Alors la sécurité, elle commence d'abord dans le domicile, il y a beaucoup de dangers, en particulier dans la cuisine, dans la salle de bain, mais les dangers extérieurs aussi. Vigilance particulièrement sur la conduite automobile si le sujet conduit, et il y a un moment donné où il faudra arrêter la conduite automobile, et puis une vigilance aussi quant aux potentiels abus par rapport à des tierces personnes qui vont profiter de la fragilité du. Alors l'aidant, il faut bien lui expliquer qu'il faut que le patient soit suivi régulièrement par un médecin. Du côté de l'aidant à la maison, il va falloir valoriser le patient, essayer aussi autant que possible, aussi longtemps que possible de poursuivre une vie active et autonome, maintenir des activités à la maison. Les tâches ménagères, c'est excellent que le sujet continue à faire. Des activités stimulantes, ça peut être lui proposer d'écouter de la musique, participer à des fêtes, on va revenir là-dessus, aller en vacances, suivre des groupes de soutien avec. Ne pas oublier dans cette prise en charge l'aidant principal qu'on appelle le patient caché. Il y a souvent tout le fardeau qui repose sur les épaules de cet aidant principal, qui est souvent épuisé physiquement, psychiquement et émotionnellement. Il faut qu'il sache, qu'il aille chercher l'information, se renseigner le plus possible sur la maladie pour mieux comprendre et accepter les troubles, mais aussi il faut que l'aidant principal n'hésite pas à demander l'aide d'autres personnes de la famille, qu'il puisse avoir des moments où il va aller souffler et des moments rien qu'à lui pour aller se reposer et se changer les idées. Et l'aidant peut aussi faire appel, il ne faut pas hésiter à faire appel à un suivi psychologique avec des groupes de parole, par exemple, des associations de patients comme on est en train de le faire aujourd'hui. Parfois, le traitement médicamenteux, antidépresseur ou anxiolytique est nécessaire. Alors, cette prise en charge non médicamenteuse fait appel aussi à des professionnels de santé, infirmières, aides-soignantes spécialisées qui peuvent venir à domicile, des travailleurs sociaux, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, et on peut mettre en place des techniques de stimulation, de revalidation cognitive, de prise en charge orthophonique, psychologique. Des études ont montré qu'il y a des bénéfices potentiels de toutes ces prises en charge, même si les données restent limitées, et ce sont des approches qui sont généralement sans danger. Quand la maladie évolue, il faut éviter que le sujet se sente frustré si on lui propose des tâches trop difficiles, donc il faudra adapter. On va proposer aussi des ateliers occupationnels qui peuvent être faits par exemple dans des centres d'accueil de jour, mais qui peuvent être aussi reproduits à domicile avec la famille ou un membre de la famille, par exemple lecture, jeux, jouer aux cartes, jouer à des jeux de société, proposer de l'art-thérapie, tel que par exemple du dessin, du coloriage, de la peinture, écouter de la musique, pratiquer de la musique, chanter ou au moins écouter les anciennes chansons et chanter avec elles, des activités manuelles. L'exercice physique est aussi très très important. Cela améliore la santé cardiovasculaire, effet sur la pression artérielle, cela diminue le risque d'AVC et
Plusieurs études ont montré aussi un effet bénéfique sur les fonctions cognitives elles-mêmes. Alors ça va être déjà de la marche quotidienne, quasi quotidienne, en commençant par 20-30 minutes et puis augmenter petit à petit. Du renforcement musculaire, hein, du fitness, ça peut être aussi, si c'est possible, de la natation, toute activité physique extrêmement, extrêmement importante. Alors, il y a certaines thérapies, telles que les thérapies de réminiscence. C'est une psychothérapie qui va utiliser l'histoire personnelle de l'individu, les événements de vie, les photos. Et ça, c'est des choses qui peuvent être faites par un thérapeute, mais qu'on peut faire à la maison avec l'aidant principal, la famille, d'accord, où on va discuter des souvenirs anciens du patient, sortir les anciens albums photos, etc. Et puis, il y a la thérapie d'orientation vers la réalité. Là, l'aidant va fréquemment dans la conversation, au cours de la journée, au cours de la séance avec le patient, intégrer et signaler l'environnement fréquemment, à plusieurs reprises, quel jour on est, quelle est la date, où est-ce qu'on se situe, quel est l'environnement actuel, et aussi à chaque fois s'adresser à la personne en lui répétant son nom. Faire des références à des repères, par exemple une horloge, un calendrier accroché sur le mur, la montre. Discuter avec avec le malade des événements de l'actualité et aussi donc de ce souvenir ancien. Vous voyez que ça peut être fait de façon standardisée par des thérapeutes, mais ça peut être tout à fait fait, reproduit à la maison. C'est des conseils qu'on donne. Alors, il y a aussi des études sur des problèmes d'éducation du sommeil avec des effets bénéfiques très intéressants. Et puis, de nombreuses études aussi sur les thérapies assistées par les animaux, avec des interactions avec des animaux de compagnie dressés, souvent combinées à la thérapie d'orientation par la réalité, avec des effets tout à fait intéressants, où le sujet va s'occuper de l'animal, mais qui va aussi servir de repère spatial et temporel. Alors, des essais cliniques se sont faits aussi avec des interventions combinées, qui ont montré des effets bénéfiques sur la cognition. Et puis, comme je disais tout à l'heure, au stade plus avancé, c'est difficile que le patient participe à des activités à ce moment-là aussi élaborées. Il faudra les adapter, proposer autre chose, mais continuer quand même à essayer de stimuler autant que possible le patient. La musique, par exemple, peut être utilisée à n'importe quel stade. Et bien sûr, mettre en place des soins palliatifs une fois que le sujet est alité ou qu'il est important. Alors, les symptômes psychocomportementaux ont des conséquences très importantes sur la qualité de vie, avec des conséquences dévastatrices sur le patient, mais aussi sur l'état psychique et physique des aidants. Ils ont des conséquences aussi sur la qualité de la prise en charge. Il y a des études qui ont montré qu'ils augmentent le risque de négligence et de maltraitance de la part des soignants. Il y a un risque aussi de déclin plus rapide, un risque accru d'hospitalisation, d'institutionnalisation et un risque iatrogène, c'est-à-dire quand il y a un acte médical plus important parce que on va prescrire des médicaments qui sont parfois inappropriés avec des bénéfices faibles mais des risques importants comme on va le voir après. Alors souvent, il y a plusieurs facteurs dans ces troubles psychocomportementaux, des facteurs écologiques, l'environnement, l'entourage, des facteurs propres à la personne, propres à la maladie. Et il faut d'abord comprendre le trouble, ce qui nécessite la collaboration de l'entourage parce qu'on doit vraiment essayer de faire une réelle enquête. Le contexte de vie du sujet, l'état de santé général, des troubles neurologiques récents, les prises médicamenteuses, l'état de santé de l'aidant et l'attitude de l'aidant aussi. On doit bien sûr, au cours de la consultation, compléter par un examen clinique détaillé et éventuellement lancer des examens complémentaires, un scanner cérébral, une radio de poumon. Les causes somatiques sont toujours à rechercher en premier, c'est-à-dire quand il y a des problèmes de santé. En particulier, par exemple, une douleur mal contrôlée, une constipation, carrément vraiment un blocage, ce qu'on appelle un fécalome, de la fièvre, de la toux, une infection urinaire, un état de déshydratation, des causes neurologiques, des causes iatrogènes, j'insiste encore. Et il ne faut pas oublier aussi les déficits sensoriels. S'il y a un problème de vue ou un problème d'audition qui n'est pas corrigé, cela peut être un facteur déclencheur ou d'entretien de troubles. Alors, les facteurs prédisposants, c'est les facteurs cognitifs, de personnalité, les facteurs relationnels, par exemple l'attitude des soignants et des aidants. Il faut analyser un petit peu les capacités de communication, d'empathie, d'adaptation. Les facteurs d'environnement, c'est très très important. Il faut essayer de chercher s'il y a n'importe quelle contrainte ou changement dans l'environnement du sujet. Ça peut être un changement de lieu. Ce qu'on voit souvent, c'est que le sujet, par exemple, qui a une pathologie Alzheimer, il va aller un petit peu habiter ou changer de maison pour aller chez les différents enfants pour que chacun s'occupe de lui à tour de rôle.
Ça peut être bien, mais parfois ça peut être délétère, avec plutôt des retentissements négatifs, parce que le sujet perd ses repères en fait de lieu. Et ça peut être source de troubles du comportement. Un changement d'un aidant aussi à domicile peut être source de troubles comportement, changement d'organisation quel qu'il soit, un événement familial marquant qui peut être joyeux ou triste, par exemple une fête ou un deuil, ou bien aussi des conflits à l'intérieur de la famille. Et les sujets malades sont très sensibles aux conflits et aux tensions à l'intérieur de la famille, même à des stades avancés de la maladie. Alors, il faut faire une psychoéducation des soignants et des aidants. D'abord, il faut leur faire comprendre que le sujet ne fait pas exprès, que c'est sa maladie qui lui donne ces troubles du comportement, et donc que les aidants doivent avoir des attitudes de communication empathiques et adaptées. Quand le sujet a vraiment de gros troubles de comportement, il faut que l'environnement soit calme, éviter les sources de distraction, tous les éléments perturbateurs, éviter par exemple les visites, dakhel kharj dans la maison. Essayez toujours d'attirer l'attention du patient avec des phrases courtes où on répète le message. Éviter plusieurs messages à la fois ou plusieurs personnes qui lui parlent en même temps. Garder un ton calme, ne pas hausser la voix. Inclure le patient. L'environnement, j'insiste sur le caractère calme, prévisible, sûr et toujours bien organisé, en supprimant les facteurs de stress. Il faut respecter une distance physique de sécurité. Il ne faut pas que le sujet se sente bloqué physiquement. Éviter les contentions physiques, éviter l'affrontement, vraiment de le tenir par le bras, de le tirer. D'accord? Si on doit faire marcher le malade ou le faire aller, par exemple, vers les toilettes ou la douche, il faut attraper gentiment sa main et plutôt mettre son autre main dans le dos en poussant légèrement, mais vraiment légèrement, pour essayer de le diriger vers le lieu. Éviter les gestes brusques. Utiliser le langage du corps, le sourire, le ton calme, la patience. Surtout ne pas l'obliger. S'il n'a pas envie, ça ne va faire qu'aggraver le. Et puis, il faut être inventif. Essayer de détourner son attention, mettre en place des distractions, changer de sujet, changer d'activité. Le fait d'installer une routine aussi et de simplifier le quotidien, c'est très, très important. Par exemple, les vêtements, il ne faut pas que ce soit des vêtements difficiles à enlever avec beaucoup de boutons à déboutonner. Mieux préférer un zip, par exemple. Pour aller à la douche, ça sera plus facile de déshabiller le malade. Il faut toujours le prévenir avant de faire un soin. Les moments délicats, par exemple la douche, justement, l'habillage, les repas, il faut respecter l'intimité et faire preuve de patience. Si certains comportements un petit peu perturbateurs ne sont pas dangereux, on peut les tolérer. Par exemple, les déambulations. D'accord? Ou ça c'est très fréquent, les sujets tournent et marchent de façon incessante dans la maison. Ça ne sert à rien d'essayer de faire asseoir de force le malade, par exemple. On peut le laisser déambuler, à condition d'aménager et de sécuriser l'espace. On va enlever les tapis, on va enlever les meubles dans lesquels il risque de se taper, enlever les fils, sloka, le téléphone, les fils électriques, par exemple, placer des repères, retirer les clés des portes, en particulier des salles de bain, pour éviter qu'ils s'enferment dans la salle de bain. Voilà, donc vous voyez, sur le plan de la prise en charge non médicamenteuse, il y a énormément de choses à faire et on va toujours la privilégier en premier. Mais il y a bien sûr une prise en charge médicamenteuse. D'abord, des traitements spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Euh, Premièrement, les inhibiteurs de la cholinestérase, qui en fait diminuent la dégradation de l'acétylcholine, donc qui visent à augmenter l'acétylcholine dans le cerveau. Au Maroc, on dispose de ces deux premiers, donépésil et rivastigmine. Il faut toujours augmenter progressivement les doses. Alors, il y a des effets qui ont été démontrés sur le comportement, la qualité de vie, sur le ralentissement de l'évolution, des effets variables sur la cognition. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des patients répondeurs et il y a d'autres malades qui sont non répondeurs. Quand la maladie évolue, puisque là on le réserve aux formes légères à modérées, si la maladie évolue, on peut envisager l'arrêt au cas par cas, mais finalement, des études ont démontré que c'est souvent délétère d'arrêter, et il y a souvent une sorte d'à-coup avec une aggravation plus rapide quand on les arrête, même au stade avancé. Donc, on préfère finalement, s'ils sont bien tolérés, ne pas. Autre traitement spécifique, c'est la mémantine. Lui, c'est un médicament qui agit contre une autre substance chimique qui est le glutamate. C'est réservé à des formes plus évoluées, mais en fait, maintenant, souvent, on le prescrit d'emblée, même initialement au stade de début. Là aussi, il faut aller à dose progressive. Il a des bénéfices aussi essentiellement sur le plan psychocomportemental. Et la bithérapie est possible. Et très souvent, en fait, finalement, on démarre par un inhibiteur de l'acétylcholinésterase et quand la maladie évolue, on associe la mémantine après quelques temps.
Alors, il y a eu, en juin 2021, l'autorisation de la FDA aux États-Unis de commercialisation d'un traitement spécifique dirigé contre la protéine amyloïde, vous en avez entendu parler, c'est l'aducanumab, qui donne énormément d'espoir, bien sûr, même si il faut temporiser et mettre un petit bémol. Ça a été au terme d'une procédure un petit peu particulière, accélérée. Il réduit les plaques amyloïdes dans le cerveau. Pour l'instant, c'est ça l'effet qui a été prouvé. Mais il n'y a pas de preuve qu'il améliore les signes cliniques de la maladie, comme les capacités cognitives. Et l'entreprise doit prouver avant 2030 que le médicament peut améliorer la cognition, sinon la FDA se réserve le droit de retirer du marché ce médicament. Donc, ce doit faire ses preuves. Il est aussi destiné uniquement aux patients atteints de troubles cognitifs légers au stade précoce. La présence de l'amyloïde doit être confirmée par ponction lombaire ou scintigraphie cérébrale. C'est une perfusion mensuelle. Évidemment, c'est très coûteux. Dans les études, il y a eu quand même plus du tiers des patients qui ont eu des effets indésirables, en particulier cérébraux, dont un quart ont dû arrêter le traitement. Et donc, il doit être surveillé par une... Alors, pour les troubles psychocomportementaux, parfois, on est obligé de recourir à des médicaments. D'accord. Ceci, bien sûr, ces médicaments doivent être combinés à toutes les techniques non médicamenteuses qu'on a vues avant, toujours. Il faut choisir le produit en fonction des symptômes cibles, toujours privilégier la monothérapie, c'est-à-dire essayer un médicament. Si ça ne marche pas, changer et essayer un autre, à petite dose, toujours des augmentations progressives, on y va tout doucement. Ce sont des sujets âgés qui sont très sensibles à tous ces médicaments et pour la durée la plus courte possible, sauf les antidépresseurs qui peuvent être prescrits longtemps, ainsi que les antiépileptiques. Donc il y a les anxiolytiques, les hypnotiques et ces deux autres classes. Mais il y a des risques. Par exemple, un risque de confusion, d'agitation paradoxale, un risque de chute. L'autre classe thérapeutique, ce sont les antipsychotiques ou neuroleptiques. Il faut vraiment les réserver aux troubles sévères et dangereux. Ils ont un risque plus élevé d'accidents vasculaires cérébraux, de décès. Ils augmentent le risque moteur, le risque de chute. Ils sont déconseillés dans la maladie d'Alzheimer. Donc vraiment, on n'y recourt que quand on est obligé, quand on est devant ce qu'on appelle des troubles du comportement perturbateurs, dangereux pour le patient ou pour les personnes qui s'occupent de lui. Et toujours, on doit les prescrire pour une durée limitée. Alors en conclusion, améliorer la prise en charge de la maladie, c'est d'abord améliorer le diagnostic. Il faut augmenter les consultations spécialisées et les professionnels de santé spécialisés, faciliter l'accès aux structures de soins, aux examens complémentaires. Il faut améliorer l'organisation de la prise en charge avec par exemple des aides à domicile, des structures d'accueil de jour avec intervention pluridisciplinaire. Il faut beaucoup aussi informer le grand public sur le fait qu'un sujet âgé normal n'oublie pas et qu'il faut consulter le spécialiste, en particulier le neurologue, quand il y a des troubles de la mémoire chez le sujet âgé. Il faut beaucoup axer l'information sur la prévention, instruire la population, traiter les facteurs de risque vasculaire, améliorer la nutrition, pousser les gens en population générale à faire du sport, à avoir une vie saine, à bien se nourrir, à avoir beaucoup d'activités aussi sociales, artistiques, culturelles. Et puis, il faut beaucoup insister sur le soutien aux familles et sur la souffrance des aidants qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont non armés pour faire face à cette maladie. Je vous remercie beaucoup et je suis prête à répondre à vos questions dans la discussion.